étant donné qu'on a pris un tout petit peu de retard, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Alors, on a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Guillon, qui est professeur assistant à l'Université de Navarre et surtout ancien assistant du professeur Claudine Tiercelin. Ses recherches se situent à l'intersection de la métaphysique et de l'épistémologie. En particulier, il poursuit ces dernières années un projet constituant à étudier le contenu et la valeur épistémologique d'une métaphysique du sens commun. Il a publié dans des revues prestigieuses telles que Synthèse, Field Studies ou encore Philosophia Scientiae ou Clésis. Son exposé aujourd'hui s'intitule « L'essence et le sens commun ». Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup à Claudine Tiercelin de m'avoir invité pour ce colloque. Je suis très honoré de participer à ce colloque. Merci aussi à Philippe Drapeau-Contim qui m'a donné l'impetus ou les premières intuitions et références pour le talk que vous allez entendre aujourd'hui lors d'une discussion dans le cadre du groupe d'études métaphysiques. Donc le thème d'aujourd'hui, alors j'ai fait comme Benoît Gauthier pour les diapositives, c'est-à-dire que j'ai fait des diapositives en anglais et très abondantes. J'ai pas eu le temps de m'entraîner pour voir comment ça marchera, donc le sport de jongler entre la présentation en français et lire en anglais sera peut-être difficile, mais on va voir si ça fonctionne. Le thème de cette présentation, c'est donc l'essence et le sens commun, et donc de savoir quelle approche de l'essence peut nous donner, en particulier, une épistémologie de sens commun. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais introduire ma présentation par une citation d'un des premiers philosophes du sens commun, si ce n'est le premier philosophe du sens commun, 30 ans avant Thomas Reid, qui est Claude Buffier, un Français, donc, dans le traité des premières vérités et de la source de nos jugements, présente une certaine définition, ou en tout cas aborde la question de la définition du sens commun de ce que c'est que l'essence. Alors, je vais juste prendre la référence. Bien, alors je m'excuse, je ne retrouve plus la citation exacte en français, donc je vais être obligé de traduire ou de me rappeler la citation exacte dans le français de Claude Buffier, que vous avez en tout cas en anglais. L'essence est communément définie est communément définie comme ce par quoi une chose est ce qu'elle est. Mais comme une chose est par elle-même ce qu'elle est, cette définition de l'essence ne nous dit rien de plus que l'essence d'une chose est d'être cette chose, ce qui ne nous apporte pas plus d'informations que si nous ne nous étions pas préoccupés de la définir. Donc, c'est une remarque un peu de mauvais esprit, si on veut, mais qui aborde une difficulté qui sera au cœur de ma présentation, à savoir comment peut-on, à partir de concepts du sens commun, proposer une définition significative et informative du concept d'essence. Alors, le projet, donc, en général, mon projet aujourd'hui, c'est d'appliquer une méthodologie, une métaphilosophie, c'est-à-dire une méthodologie de la philosophie du sens commun, au débat à propos de l'essence et de l'essentialisme, c'est-à-dire d'une part à la question de la définition du concept d'essence, et d'autre part, si possible, également appliquer cette méthode du sens commun pour essayer d'arbitrer entre les différentes conceptions de l'essence, par exemple la conception qui rejette totalement l'essentialisme, les conceptions modales de l'essence, les conceptions néo-aristotéliciennes de l'essence, etc. Donc qu'est-ce qu'une méthode du sens commun peut nous apporter pour essayer de clarifier, voire de répondre ou de trancher ces débats? Alors, je procéderai en 4 étapes. La première est de vous présenter très brièvement ce que j'entends dans mon projet actuel de recherche sur le sens commun par une métaphilosophie du sens commun. Donc ceux qui m'ont déjà entendu dans d'autres conférences de cette chaire ou ailleurs savent que connaissent sans doute déjà ces choses-là sur la méthodologie du sens commun. Là, je ne ferai qu'une présentation très très brève de là où j'en suis de ma méthodologie du sens commun. Deuxièmement, je présenterai le problème qu'il y a à fournir une définition significative de l'essence à partir de cette méthodologie du sens commun. Pour les raisons qu'on a vues avec Buffier, ce n'est pas évident de fournir une définition du concept d'essence. Troisièmement, je verrai quelles sont les catégories de sens commun qui pourraient éventuellement servir à fournir une définition de l'essence.
Et enfin, après avoir défini ces catégories ou ces concepts du sens commun qui peuvent nous servir à la définition, j'envisagerai plusieurs définitions possibles au moyen de ces concepts. Alors, commençons déjà par une brève présentation de ce que j'entends par la méthodologie du sens commun ou la métaphilosophie du sens commun. Je définis, il y a dans la tradition du sens commun, dans les traditions de Thomas Reid, G. Moore, etc., il y a de très nombreuses définitions possibles et parfois incompatibles de ce qu'est le sens commun. Donc moi, je ne m'intéresserai qu'à une seule de ces définitions qui définit la méthode suivante. J'entendrai par sens commun le système épistémologique ou épistémique, c'est-à-dire un système de concepts, de croyances et de principes dont les êtres humains partent avant le système par lequel ils commencent toute attitude théorique, qu'elle soit philosophique, scientifique, etc. Donc c'est le point de départ pré-théorique de toute investigation. Ainsi, toute proposition ou théorie, philosophique, scientifique, etc., à quelque degré d'avancement qu'elle soit, provient de manière plus ou moins directe du sens commun, puisque le sens commun est le point de départ commun à tous les êtres humains. Donc, toute théorie ou toute proposition arrive plus tard que le sens commun, après une série de révisions qui, ultimement, renvoient au sens commun. Et cette caractérisation de ce que j'entends par sens commun, pour l'instant, il ne s'agit que d'une définition nominale, hein, je n'ai avancé aucune thèse, simplement ce que j'entendrai par sens commun, mais ça a des conséquences sur la méthodologie pour évaluer des thèses et des théories. C'est-à-dire qu'une thèse ou une théorie sera justifiée, selon cette méthodologie, si et seulement si les révisions du sens commun dont elle vient ont été bien motivées, ont été des révisions justifiées, c'est-à-dire si elles ont amélioré notre système épistémique de départ. Une révision n'est pas bien justifiée si elle n'améliore pas notre système épistémique, et donc dans la mesure où toute théorie ou toute thèse qui arrive plus tard que le sens commun provient du sens commun, il faut que son ajout ou sa révision, la révision qu'elle représente, ait été bien motivée. Par contre, à l'inverse, le système du sens commun lui-même n'a pas besoin d'une justification particulière, parce qu'on n'a pas besoin de réviser quoi que ce soit pour accepter les concepts, les principes et les thèses du sens commun. Donc on n'a pas besoin d'être convaincu pour entrer dans le sens commun, on y est tous dès le départ. En revanche, on a besoin d'être convaincu de sortir ou de réviser, voire d'augmenter le sens commun. Par conséquent, une méthodologie appropriée du sens commun doit partir d'une bonne description de ce que dit le sens commun lui-même. Donc il y a une première étape descriptive qui est fondamentale, bien comprendre ce qu'est le sens commun, avant de pouvoir poser la question de son éventuelle révision, et des révisions qui ne seront faites que si elles sont absolument nécessaires. Donc on retrouve ici ce que disait Hans-Jürgen Glock ce matin, que la partie descriptive est un prélude indispensable. Bien comprendre ce que l'on révise est indispensable si l'on veut proposer une révision par la suite du sens commun. Alors ça, c'est la méthodologie que j'ai défendue et que j'ai appliquée à différentes questions, que ce soit la métaphysique du temps, la métaphysique du libre arbitre ou d'autres questions encore. Aujourd'hui, en fait, on va surtout utiliser la deuxième partie de la méthodologie du sens commun, qui concerne non pas les thèses et les théories, mais les concepts et le vocabulaire que l'on emploie dans nos théories. La métaphilosophie du sens commun part du principe que, dans la mesure où le sens commun est notre point de départ, il est aussi notre point de départ conceptuel, c'est-à-dire que les concepts et les catégories du sens commun sont les fondations ultimes de tout ce que nous pouvons concevoir ultérieurement par définition. Par conséquent, quels que soient les concepts et les mots que l'on emploie dans une théorie donnée, il faudra toujours soit qu'ils soient eux-mêmes des concepts et des mots du sens commun ou des langues naturelles, de toutes les langues naturelles, soit, s'ils ne le sont pas, il faudra définir tous ces concepts à partir et dans les termes de concepts et de catégories du sens commun. Et c'est cette contrainte-là qu'on est obligé d'appliquer en premier lorsque l'on veut faire une théorie du sens commun de quoi que ce soit, sur laquelle j'ai le plus buté pour commencer à appliquer une méthodologie du sens commun à l'essence, et malheureusement, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que la question de ce problème-là aujourd'hui.
La question centrale aujourd'hui sera donc la question de savoir comment on va réussir à définir un concept d'essence à partir des concepts et des catégories du sens commun. Et la question de savoir quelles sont les thèses ensuite et les théories de l'essence qui sont celles du sens commun et que l'on doit ou non réviser ne sera abordée que de manière périphérique. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un problème pour fournir une définition du sens commun du concept d'essence, ou du terme essence? Ce problème-là, enfin, je suis parti de l'expérience de Claude Buffier, qui consiste à essayer de prendre une définition classique de l'essence et de lui appliquer une dose raisonnable de mauvais esprit socratique. Si on prend la définition, par exemple les définitions que propose Law, qui reprend également les définitions de Locke en les approuvant, la première partie de la définition de Law, c'est que l'essence de quelque chose, c'est ce que l'essence de quelque chose X, c'est ce que X est. Ah bon, alors, non, première étape de mauvais esprit socratique, donc Macron est Macron. Donc l'essence de Macron, c'est Macron, puisque Macron est Macron, c'est ce que Macron est. Mais non, ce n'est pas dans ce sens-là que nous l'entendez, c'est dans un autre sens. Ah bon, alors peut-être que Macron est président de la République française, voilà ce qu'il est. Non, mais c'est ce qu'il est dans un autre sens qu'on entend. Alors vous avez mal défini, vous n'avez pas suffisamment défini. Non, en fait, l'essence, c'est pas juste ce que la chose est, c'est l'être même de quelque chose. Là, on reprend la première partie de la définition de Locke. C'est l'être même, c'est son être avec un E majuscule, c'est son être avec des, je sais pas, une emphase dans la voix ou avec toutes sortes d'insistance en frappant du poing sur la table. Mais le fait de dire que c'est son être avec toutes ces formes d'insistance graphique ou vocale ne va pas m'aider à comprendre ce que ça veut dire que c'est que son être ou son être même. On ne voit pas très bien ce que ça ajoute à la compréhension que l'on a du concept si la définition sans ces emphases ne nous aidait pas dès le départ. Donc peut-être qu'on va utiliser la deuxième partie de la définition de Locke. C'est l'être même d'une chose, ce par quoi elle est ce qu'elle est. Ah, donc c'est ce par quoi une chose est ce qu'elle est. Donc par exemple, si Macron est Macron, ce qu'il est, en vertu du principe, il est par quoi Macron? Macron est Macron par le principe d'identité. Donc l'essence de Macron, ce serait le principe d'identité, mais ça va être l'essence de toute chose alors, parce que toute chose est ce qu'elle est en vertu du principe d'identité. Mais non, c'est pas ce qu'on entendait par cette définition. Ah bon, alors peut-être que vous vouliez dire Macron est président de la République française en vertu de quoi? En vertu des élections de 2017. Donc c'est les élections de 2017 qui sont l'essence de Macron. Mais non, c'était pas ce qu'on voulait dire. Exprimez-vous plus clairement. Alors la définition ne semble pas fonctionner. Donc alors peut-être qu'on a la dernière définition, que l'essence de quelque chose X, c'est ce que c'est qu'être X. Là, on est plus proche d'Aristote, du toti eineinai. Mais alors ce que c'est que être X. Donc être Macron, qu'est-ce que c'est qu'être Macron? C'est pas clair que être Macron soit quelque chose d'autre que être Macron. Ou alors être Macron, c'est quoi? C'est une propriété, mais propriété n'est pas l'essence de être Macron. Donc de nouveau, on a une définition qui ne nous éclaire pas vraiment lorsqu'on la prend au pied de la lettre. Trêve de mauvais esprit, ce que j'essayais d'indiquer avec ces différentes expressions, c'est qu'en réalité, lorsque l'on veut introduire le concept d'essence, on va avoir besoin d'utiliser une clause qui est le genre de clause qu'utilise Fine dans son introduction, célèbre. Donc, Fine pose la question suivante qu'est-ce qui fait qu'une propriété qu'est-ce qui permet à une propriété d'avoir une signification ou de porter sur, dans le sens métaphysiquement important de l'expression, ce que cet objet est. Donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir une influence sur ce qu'est l'objet dans le sens métaphysiquement important de l'expression? Je pense qu'il y a deux choses qui font que l'introduction du concept par Fine est meilleure que les introductions classiques. La première chose, c'est qu'il va, au lieu de définir l'essence, il va définir ce que c'est que, pour X, d'être une propriété essentielle de Y. Et je pense que c'est déjà un meilleur point de départ pour essayer d'arriver à une définition claire. Donc, c'est ce que j'essaierai également de faire dans la dernière partie de ma présentation, essayer de définir non l'essence, mais X est une propriété essentielle de Y. Mais plus important, comment est-ce que Fine définit X est une propriété essentielle de Y? Eh bien, c'est X porte sur ce qu'est l'objet dans le sens métaphysiquement intéressant.
Et donc là, la clause, dans le sens métaphysiquement intéressant, est indispensable pour qu'on ait caractérisé quelque chose qui n'est pas simplement les élections de 2017 pour Macron ou le principe d'identité, etc. Donc pour que la définition serait incomplète sans cette clause-là, parce qu'il y a une ambiguïté fondamentale de ce qu'est la chose, ce que c'est qu'être la chose, l'être même de la chose, etc. Donc cette clause, c'est une clause qui veut dire en fait, je suis sûr que vous voyez bien le sens auquel je fais allusion lorsque je dis c'est l'être même de la chose ou c'est ce qu'est la chose, dans le sens que vous comprenez bien ce que je veux dire. Le problème, c'est que cette clause, la clause « vous comprenez bien ce que je veux dire », repose sur une forme d'optimisme qui est que l'auditoire comprend effectivement et que nous comprenons tous la même chose lorsque nous entendons ces phrases ou ces définitions incomplètes et ambiguës. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait être optimiste sur le fait que nous entendons bien la même chose lorsque nous comprenons bien la même chose lorsque nous entendons ces définitions ambiguës? Peut-être parce que nous ajoutons des exemples. Donc, l'essence ou la propriété essentielle, c'est ce que la chose est. Par exemple, comme quand on dit que Socrate est humain, ou qu'un humain est un animal rationnel, ou que l'eau est H2O. C'est dans ce sens de « est quelque chose » qu'on entend l'essence. Donc peut-être qu'avec une liste d'exemples, cette liste d'exemples va nous aider à capturer une signification, non pas par définition à proprement parler, mais par monstration d'exemples. S'il y avait juste cette liste d'exemples, je pense que ce ne serait pas suffisant pour être réellement optimiste. Je pense que l'optimiste, en tout cas c'est la proposition que m'a suggérée Philippe Drapeau-Contim pour résoudre ce problème, c'est qu'on a des raisons scientifiques d'être optimiste sur le fait qu'on s'entend tous bien sur ce qu'on entend par les sens. Ces raisons scientifiques sont de l'ordre de la psychologie, spécialement la psychologie développementale, qui nous indiquerait qu'il y a une catégorie saillante de notre psychologie naturelle qui correspond à ce sens d'essence que nous entendons tous, que nous comprenons tous, lorsque nous entendons ces définitions incomplètes et ambiguës. Alors, les raisons pour cet optimisme, elles viennent, enfin en tout cas elles sont largement résumées et présentées de façon synthétique dans un livre important de Susan Gell-Mann qui s'appelle The Essential Child, qui présente une synthèse des différents travaux empiriques sur l'essentialisme folk ou populaire, l'essentialisme du sens commun. Et donc peut-être, on pourrait dire, peut-être y a-t-il effectivement une catégorie saillante de notre psychologie naturelle, et dans ce cas-là, si c'est le cas, même si cette catégorie naturelle de la psychologie commune n'est pas un mot à proprement parler des langages naturels, parce qu'il n'y a pas de langue naturelle qui, avant l'introduction de la philosophie aristotélicienne ou d'autres origines, est par défaut un concept d'essence, un mot d'essence. Donc même si cette catégorie ne correspond pas à un mot des langages naturels, c'est malgré tout une catégorie profonde dans la psychologie de sens commun qui serait disponible pour être nommée dans une bonne théorie du sens commun. Et donc là, la méthodologie du sens commun que je propose n'exclut pas cette possibilité. Si nous avons des articulations du sens commun qui clairement isolent et permettent d'identifier une catégorie saillante, elle est disponible pour être nommée dans une bonne théorie du sens commun. Donc ce que l'on cherche en fait pour proposer cette définition du sens commun, c'est un concept cette définition de l'essence, pardon. Ce serait un concept qui couperait ou qui découperait le sens commun ou la psychologie du sens commun à ses articulations. Donc, ce qu'on va chercher en fait, ce que je vais chercher dans cette présentation, c'est pas tellement un concept qui coupe la réalité ou la nature à ses articulations, comme souvent on fait en métaphysique, mais c'est un concept qui découpe le sens commun à ses articulations psychologiques, afin de pouvoir, à partir de ces articulations et de ces catégories du sens commun, proposer une définition au moins nominale de l'essence qui nous permettra d'être sûr qu'on parle tous de la même chose lorsqu'on utilise ce mot. Et le problème, c'est que et je terminerai, je conclurai, là aussi il y aura peu de suspense, mais je conclurai sur un doute, en fait, c'est-à-dire qu'il ne m'est pas évident, après avoir travaillé les travaux de Gell-Mann et d'autres psychologues développementaux,
il ne m'est pas évident qu'il y ait une seule catégorie de notre psychologie naturelle qui corresponde aux différents intérêts des philosophes essentialistes. Et donc, s'il y a plus d'une seule catégorie ou plus d'une seule définition possible qui soit joint carving, c'est-à-dire qui coupe le sens commun aux jointures ou aux articulations, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas un unique concept saillant et il est très possible que les différents philosophes, en parlant de l'essence, parlent en fait de choses différentes. Parce qu'ils se sont mis d'accord pour dire nous entendons le sens commun comme ce qu'est la chose dans le sens que nous comprenons tous, mais il est possible qu'ils ne l'aient pas tous compris de la même façon en réalité, puisqu'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs définitions qui étaient disponibles et saillantes, et tout aussi saillantes les unes que les autres, dans la psychologie du sens commun. Voilà, donc vous avez déjà la thèse en fait, à laquelle je vais arriver, qui est une thèse très, très limitée et peut-être un peu pessimiste, mais malgré tout, en étudiant... voilà, donc ce qu'on va essayer de chercher, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver, ce serait un unique concept qui soit à la fois joint carving, qui découpe le sens commun aux articulations, et saillant. Donc là, dans la troisième partie, la partie à laquelle je viens maintenant, va étudier quelles sont ces articulations du sens commun qui pourraient éventuellement servir à une définition de l'essence. Et dans la dernière partie, la quatrième partie, j'essaierai d'appliquer ces articulations ou ces catégories pour proposer des définitions de l'essence. Et le problème sera qu'il y en aura plusieurs, et non pas une seule. Alors, voici très schématiquement les différentes catégories ou les différentes articulations que la psychologie développementale révèle ou met en avant dans la psychologie, notamment des enfants. Je pense que, il y a d'une part la distinction entre possibilité de Ré et nécessité de Ré, d'autre part la distinction entre les catégories sortales et les catégories non sortales. Troisièmement, parmi les différentes conditions d'appartenance à une catégorie, il y a une différence entre les attributs définissants et les attributs caractéristiques ou prototypiques. Et enfin, il y a, en particulier là, vraiment dans les travaux de Gell-Mann elle-même, l'idée qu'il y a dans le sens commun une préférence ou une recherche des explications ou des causes non obvies, non évidentes, des caractéristiques prototypiques, des attributs caractéristiques ou prototypiques. Donc ça, ce sont les blocs de base, ce sont juste des catégories du sens commun que la psychologie révèle ou semble révéler, que je vais étudier dans un premier temps simplement comme blocs conceptuels de base avant de les mettre en œuvre dans la quatrième partie pour essayer de construire une définition à partir de ces blocs de base. Alors sur la première distinction, dire que la différence entre possibilité de Ré et nécessité de Ré est une catégorie du sens commun, là c'est la distinction sur laquelle j'ai le moins de données empiriques à proprement parler. La distinction entre possibilité de Ré et nécessité de Ré est évidemment la distinction entre ce qui pourrait arriver à un individu A, tout en restant le même individu A, et ce qui ne pourrait pas arriver à cet individu A. Bon, cette distinction-là, je n'ai pas trouvé d'études de psychologie développementale qui l'étudie pour elle-même, en essayant d'identifier que cette distinction-là est déjà présente chez les enfants. Ce qu'on trouve dans les travaux de psychologie, c'est des travaux sur l'usage des enfants des modalités, notamment la difficulté à distinguer la nécessité et la probabilité, mais ça c'est dans les travaux de Stuhlmann. On trouve aussi de façon plus intéressante des travaux sur la projection mentale dans d'autres scénarios possibles, et donc sur le raisonnement contrefactuel. Ce qu'on peut voir dans ces travaux-là, notamment de Raffet-Seder, c'est que les scénarios qui sont proposés aux enfants sont toujours des scénarios dans lesquels les individus de ces scénarios contrefactuels fonctionnent comme des gonds qui restent fixes dans la variation contrefactuelle. Et donc, ça me semble favoriser l'interprétation selon laquelle les individus, à travers les variations contrefactuelles, ont des possibilités alternatives qui sont véritablement de Ré. Mais je n'ai pas beaucoup plus d'éléments pour établir ce point-là.
Ça mériterait, à mon avis, davantage de travaux empiriques. Alors, le deuxième point, en revanche, est très fondamental et très étudié, notamment dans les travaux de la psychologue Xu Fei. C'est les travaux sur la distinction, enfin la catégorisation, en fait. La catégorisation en catégories, d'une manière générale, et en particulier en catégories sortales. Et puis, je montrerai aussi les travaux de Gell-Mann sur le rôle inductif de ces catégories sortales. Donc, si on voit chez Xu Fei a établi une classification des différents types de catégories que notre psychologie construit assez tôt. Il y a des catégories comme les choses qui sont les choses qu'on peut prendre sur la plage ou marcher, ou des adjectifs, des verbes, enfin toutes sortes de catégories qui supposent que l'on peut appliquer le verbe marcher à telle chose et telle autre, mais pas à une troisième. Tout ça, ce sont des catégories. Mais toutes les catégories ne sont pas des kinds, des sortes ou des types, comme par exemple chien, chaise, eau ou or. Et parmi les sortes ou types, Xu distingue encore les sortes sortales, la traduction devient difficile, ou les types sortaux, et les types de substances comme l'eau et l'or. Et ensuite, la distinction entre sortaux d'essence et sortaux de phase. En fait, ce qui m'intéressera personnellement, c'est uniquement la distinction entre les catégories, donc tout en haut, et les catégories sortales, donc ce qui est ici appelé les sortal kinds. Je m'intéresserai uniquement à cette distinction-là. Comment cette distinction apparaît dans la psychologie développementale? Elle apparaît d'abord comme une distinction entre des catégories qui ont simplement des conditions d'appartenance, de membership. Linguistiquement, cela correspond à toutes sortes de prédicats, à tous les prédicats en général. Et les catégories sortales spécifiquement, en revanche, ont, en plus de leurs conditions d'appartenance, des conditions d'individuation pour répondre à la question combien, et des conditions d'identité pour répondre à la question est-ce que c'est la même chose? Est-ce que X et Y sont la même chose? Et linguistiquement, la distinction est encore plus claire et étudiée depuis bien longtemps. Ce qu'on appelle les prédicats sortaux ou encore les count nouns, les noms des comptes. C'est une catégorie qui apparaît linguistiquement, mais qui peut déjà être étudiée indépendamment des langues naturelles dans la psychologie développementale. Alors, voilà, je vous donne rapidement les résultats auxquels arrivent ces études par Xu et par d'autres psychologues. Les résultats auxquels on arrive, c'est qu'il y a chez les enfants avant l'entrée à l'école l'apprentissage de conditions d'individuation qui permettent de compter distinctivement les choses selon certaines catégories sortales. Et en particulier, dès 4 mois, les enfants peuvent distinguer ou compter un objet physique distinct d'un autre objet physique, donc qui fait un deuxième objet physique. Il faut attendre en revanche 10 mois pour faire la distinction sortale claire entre une personne et un objet physique, donc d'avoir la catégorie de personne semble apparaître vers 10 mois. Et ensuite, pour les catégories qu'on appelle en psychologie de basic level, de niveau de base, comme un canard, une balle, etc., il faut attendre à peu près 12 mois. Ici, il semble que l'influence du langage, des indices linguistiques et nominaux, devient particulièrement importante. Mais en tout cas, il y a déjà la construction de certaines catégories sortales de base, non pas basic level, mais fondamentale, dès 4 mois. Et alors, je vais sans doute être très rapide sur l'explication des dispositifs expérimentaux. Enfin, c'est la partie amusante de la présentation. Donc, quel est le dispositif expérimental pour savoir qu'un enfant réussit à compter des objets physiques et dispose de la catégorie objet physique? Eh bien, on regarde, c'est la méthode célèbre du temps de regard, c'est-à-dire quand un enfant regarde davantage et plus longtemps, c'est qu'il est étonné et donc quelque chose a violé son attente, donc ça veut dire qu'il avait déjà des attentes conceptuelles. Les attentes conceptuelles d'un enfant donc, de 4 mois sont telles que si on lui présente donc, le scénario, il y a deux caches, derrière chacun de ces caches, il y a un petit canard.
Et la méthode consiste à faire sortir le petit canard et à le remettre du premier cache, ensuite à faire sortir le deuxième, le remettre derrière. Et les deux caches sont séparés avec un vide entre les deux. Donc si l'enfant est capable de compter, d'avoir la catégorie sortale qu'un objet physique ne peut pas traverser l'espace sans passer par les espaces intermédiaires, s'il a ces conditions d'identité-là, eh bien il comptera qu'il y a 2 canards. Et donc il sera surpris si on enlève les caches et qu'il n'y a qu'un seul canard. Et c'est ce qu'on observe à partir de 4 mois chez les enfants. Donc c'est ça qui est interprété pour dire que les enfants, dès cet âge-là, ont déjà la capacité de compter et donc d'avoir des conditions d'individuation, des conditions d'individuation pour le sortal objet physique. Bien, ça c'est le même dispositif expérimental pour les sortos de niveau de base, faire la distinction entre un canard et une balle. Donc je vous passe, le test est le même pour voir si l'enfant est capable de compter qu'il y a 2 choses, parce qu'il y a 2 sortes de choses. S'il n'est pas surpris qu'il n'y ait qu'une seule chose, c'est qu'il n'a pas été capable de compter 2 sortes de choses, et donc il n'avait pas encore la catégorie sortale correspondante. Bien, donc il y a une distinction psychologique qui semble robuste entre les concepts sortaux et les concepts non sortaux, par le fait que les concepts sortaux ont en plus de leurs conditions d'appartenance des conditions d'individuation et d'identité. Pourquoi est-ce que nous avons des concepts sortaux de cette manière-là? Pourquoi est-ce que nous avons des concepts avec des conditions d'individuation et de comptage? L'interprétation de Gell-Mann, c'est que ces sortaux nous servent en particulier et sont indispensables, peut-être de manière, dans notre développement évolutionnaire, pour guider nos attentes et pour former des inductions sur ce à quoi le monde pourrait ressembler dans nos expériences futures. Donc voici ce que Gell-Mann a trouvé dans une expérimentation de 1986, c'est que les inductions du particulier au particulier, c'est-à-dire les inductions de l'exemple suivant, Waddles et Beakey sont tous les deux des pingouins. Waddles vit dans les climats froids, donc Beakey vit dans les climats froids. Donc là, c'est une induction où on part d'un particulier, Waddles vit dans les climats froids, et on conclut à un particulier. Donc ces inductions du particulier au particulier, d'après Gell-Mann, on peut observer que chez les enfants d'âge préscolaire, elles reposent fondamentalement sur des catégories sortales. Comment est-ce qu'elle peut affirmer ça? Eh bien, elle a fait des expérimentations dans lesquelles elle demande de faire des prédictions inductives sur un 3e individu après avoir décrit les caractéristiques des 2 premiers individus, sachant que le premier individu est de la même sorte que le 3e et que le 2e individu n'est pas de la même sorte, mais présente une ressemblance avec le 3e. Et donc le but de ces expérimentations est de voir si les enfants font des inductions sur la base de l'appartenance sortale commune ou sur la base de la ressemblance phénoménale. Et le résultat, c'est que, pour aller très très vite, le résultat c'est que de manière privilégiée, les enfants font des inductions sur la base de l'appartenance sortale. Donc ça renforce l'idée. Alors, il y a une question qui est c'est juste une question de formulation de l'expérience. Au début, on aurait pu penser que ce n'est pas tellement l'appartenance sortale qui est fondamentale, c'est plutôt le fait d'être nommé de la même façon par l'expérimentateur. Donc il y a eu une seconde expérience qui a permis de montrer que même lorsque l'expérimentateur ne nomme pas la catégorie sortale commune, les enfants gardent une préférence pour l'induction sur la base de la catégorie sortale. Bien, donc tout ça pour dire qu'il y a cette distinction psychologique robuste entre les concepts sortaux et les concepts non sortaux, et que les concepts sortaux nous servent en particulier pour permettre des inductions du particulier au particulier. Alors, je n'utilise pas tout de suite encore pour donner une définition de l'essence. La troisième articulation fondamentale du sens commun que nous révèle la psychologie, c'est que parmi les conditions d'appartenance des différentes catégories, il faut distinguer entre les attributs définissants et les attributs caractéristiques ou prototypiques. Donc,
clairement, les conditions d'identité ou les conditions d'individuation d'un sortal sont des conditions définissantes. Si ça fait partie des conditions d'individuation d'un sortal qu'il ne peut pas traverser l'espace sans passer par les espaces intermédiaires, ce sera une condition définissante d'un objet, physique. En revanche, les conditions d'appartenance, elles, ne sont pas toutes des conditions définissantes. C'est-à-dire que, par exemple, certaines conditions d'appartenance pour les concepts, notamment pour les concepts de niveau basique, comme un canard, une balle, un homme ou une femme, ne sont pas, dans l'essentialisme de l'enfant, ne sont pas strictement des conditions nécessaires. On peut prendre, la référence que donne Gell-Mann à cet endroit-là est la théorie de Roche, Eleanor Roche, de la théorie prototypique des concepts de catégorie. Qu'est-ce que c'est que la théorie prototypique? Ça consiste à dire qu'un concept n'est pas une série de conditions nécessaires et suffisantes définissantes de l'objet, mais qu'un concept, même s'il peut contenir certaines conditions nécessaires, est fondamentalement fondé, ou au moins certains concepts, sont fondés sur des prototypes avec des caractéristiques typiques, et l'appartenance à la catégorie va être calculée en fonction du nombre ou de l'importance des caractéristiques prototypiques partagées par le candidat au concept par rapport au candidat prototypique. Un exemple que donne Gell-Mann, à partir des travaux de Byrne aussi, sur l'identification, la catégorisation sortale dans l'essentialisme homme-femme chez l'enfant, c'est le fait que, l'enfant utilise dès un très jeune âge des caractéristiques prototypiques telles que la longueur des cheveux, la manière de s'habiller, le ton de la voix, etc. Mais que toutes ces catégories, tous ces attributs-là ne sont pas considérés comme l'enfant comme des attributs définissants. L'enfant est capable, dans son concept, de reconnaître que ce sont des attributs qui ne sont que des cues ou des heuristiques pour identifier ou pour catégoriser, mais que ce ne sont pas des attributs définissants. En revanche, et c'est là qu'intervient l'étude de Byrne, et qui permet de montrer que même les enfants très jeunes font la distinction entre les deux types d'attributs, lorsque les enfants apprennent la différence génitale, la différence des organes génitaux, rapidement, ils ont la tendance à utiliser cette nouvelle information comme un attribut définissant. Alors, la question n'est pas de savoir s'ils ont tort ou raison, mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne leur essentialisme, c'est qu'ils utilisent du coup ce nouvel attribut, cette nouvelle information, comme un attribut définissant à la différence des attributs simplement heuristiques qui sont d'ordre prototypique. La dernière catégorie du sens commun qui est mise en évidence par Gell-Mann, et la plus importante d'après Gell-Mann elle-même, même si elle ne structure pas exactement le débat de cette manière-là, mais c'est une hypothèse fondamentale que fait Gell-Mann sur l'essentialisme de sens commun, qui consiste à dire qu'il y a chez l'enfant une tendance naturelle à chercher une explication ou une cause des différents attributs caractéristiques ou prototypiques qui unifient une catégorie sortale. C'est-à-dire que l'enfant commence avec des catégories sortales qui n'ont que des attributs caractéristiques prototypiques, et donc qui n'a pas des conditions nécessaires et suffisantes, mais cherche une explication unifiante de ces différents attributs caractéristiques. Il cherche donc une explication cachée ou non évidente à cette variété d'attributs prototypiques. L'exemple que donne Gell-Mann elle-même, qui est non pas une étude empirique, mais un rapport autobiographique, c'est que lorsqu'elle était enfant, donc je vais essayer de traduire à la volée, lorsque j'avais pas plus de 4 ou 5 ans, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui différenciait les garçons des filles. Je savais déjà les réponses, je connaissais déjà les réponses évidentes, des corps différents, des habits différents, des chevelures différentes, etc. Mais ce que je cherchais, donc c'est là qu'on voit son hypothèse, ce que je cherchais, c'était une explication de toutes ces différences apparentes. Je ne suis pas sûr exactement de la réponse que j'espérais entendre, mais la réponse que j'ai entendue
la réponse très pratique que j'ai entendue de la bouche de ma mère, à savoir que les garçons ont des pénis et les filles n'en ont pas, m'a frappé comme tout à fait insatisfaisante. Est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce qu'il me rappelais-je, fut ma réaction. Donc, on peut remarquer deux choses dans ce rapport autobiographique. La première chose, c'est que l'enfant non seulement présume qu'il y a une caractéristique unifiante derrière la variété d'attributs caractéristiques non nécessaires, mais il présume aussi que l'adulte, normalement, doit connaître cette cause cachée. Et donc, plus tard, il va apprendre que l'adulte ne connaît peut-être pas toutes les essences et qu'il faut les chercher soi-même, mais en tout cas, l'enfant, au départ, présume qu'il y a cette cause cachée. Deuxième remarque importante, c'est que l'information génitale, ici, contrairement à l'expérience de Burn dont j'ai parlé plus tôt, l'information génitale sur la différence des organes génitaux est considérée comme non satisfaisante par la jeune Gell-Mann, et c'est important de voir pourquoi elle est non satisfaisante. Elle est non satisfaisante parce qu'elle n'a pas de pouvoir explicatif en fait des autres caractéristiques, des autres attributs caractéristiques. Avoir un pénis ou non n'explique pas en soi, n'a pas de pouvoir explicatif pour savoir pourquoi on aurait tel ou tel habit, telle ou telle voix, telle ou telle corpulence, etc. Donc il n'a pas de pouvoir explicatif, et ce que cherche l'enfant, d'après Gell-Mann, en tout cas l'enfant qu'elle était, et elle généralise, c'est quelque chose qui a un pouvoir explicatif, ou un pouvoir causal. Alors, en réalité, les données sur lesquelles elle s'appuie pour défendre cette hypothèse, lorsqu'on va dans le détail de son livre, il me semble que ce n'est pas la partie la plus absolument convaincante, c'est-à-dire que c'est plutôt un faisceau de différentes études, mais il n'y a pas une étude absolument décisive qui dirait clairement les enfants recherchent ce genre de causes. Il y a des études très claires qui montrent que les jeunes enfants cherchent des causes en général pour les différents phénomènes, donc ça c'est un élément. Il y a d'autre part des études de Gell-Mann et Kremer qui montrent que lorsqu'on demande à un enfant pourquoi est-ce que les oiseaux volent, par exemple, pour prendre une caractéristique qui est prototypique, qui n'est peut-être pas nécessaire d'un oiseau, ils vont donner des réponses que Gell-Mann et Kremer appellent des réponses inhérentes, des explications inhérentes. C'est-à-dire qu'ils vont dire c'est comme ça qu'ils sont faits, les oiseaux sont faits pour voler. Autrement dit, ce qui est intéressant dans cette réponse, même si elle n'explique pas grand-chose, c'est que ce n'est pas une explication par l'extérieur, ce n'est pas une explication par un agent extérieur ou par une cause extérieure, donc c'est une explication inhérente. Donc ça veut dire que les enfants ont en tout cas une préférence pour les explications inhérentes des différents phénomènes prototypiques. Voilà. Donc, la conclusion de ces différents concepts, c'est que il y a dans la psychologie de l'enfant un placeholder, comment on dit ça, il y a une place libre qui est vide au départ, en tout cas, pour remplir la fonction d'explication non évidente des différents attributs caractéristiques d'une propriété, d'une catégorie sortable. Évidemment, c'est cette fonction-là, lorsque la place est remplie, que Gell-Mann va appeler une essence. Mais en fait, il y a d'autres possibilités à partir des autres gonds ou jointures du sens commun que nous avons vus. Il y a d'autres manières dont on pourrait choisir de définir l'essence. Il me reste peut-être 5 minutes pour présenter les différentes... 5 minutes, c'est bien. 5 minutes, c'est bien. Alors, donc ce qu'on va chercher maintenant, c'est à partir de ces différentes articulations, comment peut-on définir, non pas l'essence, mais X est une propriété essentielle de Y. Et je vais vous présenter 5 définitions différentes. La première serait de dire que X est une propriété essentielle de Y, veut dire que X est une propriété nécessaire de Ré de Y. C'est ce qu'on appelle la conception modale de l'essence. C'est clairement une conception qui est joint carving, puisque le concept est présent dans le sens commun. C'est une conception, une définition qui est saillante, qui pourrait être saillante pour certains usages. Un problème, c'est qu'elle n'est clairement pas saillante dans le contexte des discussions historiques sur l'essence, en particulier quand on lit Aristote. C'est clairement pas la seule chose qu'il a à l'esprit. Donc c'est clairement insatisfaisant, et c'est l'objection principale de Fine. On n'a pas simplement ça à l'esprit quand on fait des enquêtes sur l'essence. Mais finalement, le fait que Fine ou Aristote n'aient pas ça à l'esprit
n'empêche pas que peut-être un philosophe modaliste, lui, ait précisément ça à l'esprit quand il entend ce qu'une chose est, c'est-à-dire ce qu'elle est nécessairement de Ré. Et donc, la définition même, le concept même nominal d'essence, c'est la nécessité de Ré. Donc peut-être que finalement, le débat entre modaliste et non modaliste serait un débat purement verbal. Deuxième définition possible, si on pense que la notion de sortal est fondamentale pour les approches plus classiques de l'essence, notamment les approches aristotéliciennes. Et après tout, Aristote est celui qui a introduit un nouveau mot dans le vocabulaire philosophique, donc peut-être qu'il a l'autorité pour dire ce qu'il voulait dire en introduisant ce concept de toti esti ou toti eneinai. Clairement, donc on pourrait définir X est une propriété essentielle par X est une propriété sortale de Y. Et clairement, lorsque Aristote parle des substances secondes ou du génos, du genre, qui donne ce que la chose est, il a clairement la substance seconde, c'est clairement la sorte, en fait. Donc on pourrait penser que finalement, être une propriété essentielle, c'est être une sorte. Ça marche bien pour être un humain, être un animal, être un être vivant. Problème, ça ne marche pas pour être rationnel. Rationnel n'est pas une sorte. C'est une catégorie non sortale. On ne peut pas compter combien y a-t-il de rationnels dans cette salle. Et donc, ça n'a pas grammaticalement non plus la qualité d'un count noun. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire que rationnel, pour Socrate, est une propriété essentielle ? Peut-être qu'il faudrait réviser et dire que X est une propriété essentielle, veut dire que X est une propriété sortale ou non, que X a en vertu d'être un membre de la sorte S. Donc là, ça marcherait pour être humain, pour être rationnel. C'est pas sûr que ça marche pour être capable de rire. Ce que Aristote appelle le propre de l'homme, puisque c'est probablement quelque chose que Socrate a en vertu d'être un membre de la sorte humaine, mais ce n'est pas quelque chose que Aristote semble vouloir compter comme une propriété essentielle. Donc peut-être qu'il faudrait en venir à une autre définition, qui est que X est une propriété essentielle de Y si et seulement si X est une propriété que Y a en vertu d'être un membre de la sorte S, et que ça fait partie des attributs définissants de la sorte S. Le problème pour cette définition-là, c'est que la plupart de nos concepts de niveau basique, et notamment un chien, un chat, un être humain, etc., ne sont pas définis entièrement par des attributs définissants, pour les raisons qu'on a vues antérieurement. Donc, on ne pourrait pas donner toute l'essence d'un être de cette manière-là. Et Lowe, d'une certaine manière, semble concéder ce point-là lorsqu'il dit que, finalement, nous devons être capables de connaître seulement, au moins, dit-il, une partie de l'essence a priori, mais il n'est pas forcément nécessaire que nous connaissions toute l'essence a priori. Qu'est-ce que serait cette autre partie de l'essence que nous ne connaissons pas a priori ? Peut-être qu'il faudrait la définir dans ce cas-là comme une propriété que Y a en vertu d'être un membre de la sorte, et qui est la propriété non évidente qui explique ou cause les caractéristiques prototypiques de S. C'est la conception que Gell-Mann donne de l'essence. Dans cette conception-là, c'est une conception qui va bien marcher pour les chiens et les chats, peut-être pour l'or ou l'eau si on étend un peu la définition. Ça marche moins bien, semble-t-il, pour la connaissance ou d'autres choses, donc peut-être qu'on est amené à avoir une solution non uniforme. En tout cas, ça mène clairement à une épistémologie a posteriori de l'essence, tandis que la définition précédente menait à une conception ou une épistémologie a priori de l'essence. Donc en fait, le problème sur lequel je veux terminer, et c'est mon dernier slide, c'est que c'est le problème général. Le problème n'est pas tellement que certaines de ces définitions sont moins satisfaisantes ou plus satisfaisantes que d'autres. Le problème, c'est que toutes ces définitions coupent le sens commun aux jointures, aux articulations, et qu'on n'a pas de raison dirimante de considérer l'une comme plus saillante que l'autre. Et donc il est possible que différents auteurs soient simplement en désaccord verbal sur laquelle de ces définitions ils utilisent. Les études développementales nous ont donc offert certains concepts, articulations du sens commun qui permettent de proposer des définitions de l'essence ou de ce qu'est une propriété essentielle. Le problème, c'est qu'elles en offrent plus d'une. Et donc, je ne suis pas sûr que la tradition philosophique ait déjà suffisamment choisi entre ces différentes définitions possibles pour que nous soyons tous d'accord que nous voulons dire celui-là plutôt que celle-là.
Et donc, la suggestion serait que peut-être, à partir de ces articulations du sens commun, on pourrait progresser en étant désormais plus clair sur quelle définition nous souhaitons employer nominalement. Je vous remercie.